tous, cette semaine, Waldorado part en safari à Hawaï, au monde sauvage. Et puis nous irons sous terre pour découvrir les grottes de Remouchant. Vous êtes prêts? C'est parti. Wow, ça va être compliqué. Bonjour Ronald, vous êtes le grand patron du monde sauvage d'Hawaï. Bon, c'est assez incroyable comme endroit, on peut le dire. Comment ça a débuté? Une grande aventure humaine, hein, comme bien souvent. Ouais. C'est papa qui a commencé au début des années 70. Et pourquoi? Papa a vécu plusieurs vies, de nombreuses vies, et était commandant de bord à la Sabena. Ouais. Et en tant que tel, ça fait beaucoup de relations, évidemment, beaucoup de rencontres. Et c'est au détour d'une rencontre avec la direction de Lion Country Safari aux États-Unis, un énorme safari américain. Et eux avaient l'idée d'exporter justement l'idée de leur safari en Europe. Et ils sont tombés sur ce commandant de bord, plein de relations. Et ils se sont dit, si on commençait une belle aventure. Alors, on voit des voitures derrière. C'est parce que c'est un vrai safari, donc justement, on vient avec sa voiture. Exactement, donc c'est comme ça que le parc a été créé. C'était vraiment l'idée du safari voiture pour découvrir les grands herbivores africains. Alors ça fait combien d'hectares? Le parc dans son entièreté, ou en tout cas la propriété, elle fait 86 hectares. Maintenant, nous, pour le moment, on utilise à peu près la moitié, ce qui nous laisse encore de la marge. D'accord. Bon, au niveau du personnel, j'imagine que vous êtes très nombreux ici à travailler pour les animaux, pour maintenir le parc dans cet état de propreté. Tout au long de l'année, on a quand même une petite trentaine de soigneurs animaliers. On ajoute à ça le personnel administratif. On a 2 vétérinaires aussi qui travaillent pour nous. On ajoute encore à ça en saison l'Oreca, boutique souvenirs et tout ce qui tourne autour. Donc ça nous amène à une 60aine de personnes en haute saison. Alors 60 personnes, comme vous le disiez, pour combien de visiteurs? Annuellement, on tourne entre les 170 et 190 000 visiteurs. La crise du Covid vous a touché, j'imagine? Bien sûr, oui, comme de nombreuses entreprises en Belgique. Hein. Vous êtes resté fermé pendant combien de temps? Maintenant, après coup, ça nous fait rire parce qu'on ouvrait le 13 mars, on a fermé le lockdown a été annoncé le 11 mars. Ah oui. On n'a malheureusement pas pu fermer nos portes, éteindre la lumière et laisser passer la tempête. On avait ces animaux, 1300 animaux répartis en 250 espèces dont il fallait s'occuper et la priorité a été de ne pas rogner. Pas rogner sur les soins et certainement pas sur la qualité de l'alimentation qui a été choisie pour le régime alimentaire de chacune des espèces. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous avez lancé une opération pour nourrir les animaux. Voilà, c'était parrainé un repas pour les animaux. L'idée, c'était un peu d'intéresser les familles à ce que mange un animal dans un parc zoologique. On commençait notre parrainage à 20 cents pour 1 kilo de viande pour un de nos félins. Mais voilà, c'est juste pour expliquer qu'on ne cherchait pas le gros don. On cherchait vraiment à se faire aider pour pouvoir continuer. Ok, je me dois de vous poser une question. Dis-moi, le nom d'un animal. Vous connaissez la suite, évidemment. Oui, bien sûr, oui. Lou de Preik qui a composé cette chanson, qui reste en tête. Hein, je suis désolé, c'est parti pour tout le monde. D'où vient l'idée? Comment est née cette chanson? C'était une foire commerciale à Charleroi. Et le stand du Monde Sauvage se trouve en face du stand d'un monsieur qui était un compositeur. Et ce monsieur pose la question: pourquoi vous n'avez pas une chanson sur le parc? Et donc papa à l'époque a dit à ce monsieur, vous avez un peu de temps là, composez un petit quelque chose. et si ça me plaît, on discute. Et la maman avait dit, fais pas ça, ça va ressembler à rien. Et en fin de compte, ma mère, c'est un succès mondial. Bonjour Nils. Bonjour David. Alors tu es vétérinaire ici au monde sauvage d'Hawaï. On est face aux chimpanzés. C'est fascinant quand même. Hein? Oui, c'est vraiment fascinant. C'est une des espèces qui m'intéresse aussi beaucoup. Ils sont très proches à nous. Et oui, ils sont intelligents. On peut voir jouer les petits. On a une grande famille maintenant. Donc c'est très intéressant à regarder aussi pour tous les visiteurs. Vétérinaire dans un zoo, comment on le devient? Chez moi, c'était un trajet un peu par hasard. J'ai toujours aimé toutes les espèces, donc j'ai étudié toutes les espèces pour avoir une bonne base. Et alors, avec mon ancien collègue, il m'a lancé dans les zoos. Et maintenant, c'est mon métier à plein temps. Quel est ton job au quotidien ici au zoo? Je pense que la moitié de la journée, ça va être la surveillance des animaux, des traitements. Il y a toujours quelque part un animal qui est un peu malade.
Et l'autre moitié, ça va être surtout travail au bureau. Parmi toutes les espèces que vous avez ici, vous en avez beaucoup, tu le disais tout à l'heure, est-ce que vous avez le fameux pangolin? Non, on n'a pas. Je sais qu'il est devenu un peu fameux à cause du coronavirus, Ouais. même si ça n'a pas vraiment encore été prouvé que le lien par là. Il est fortement protégé, donc il est dans une catégorie très haut. Et je ne pense pas qu'il y a beaucoup de zoos en Europe qui l'ont. Est-ce que les chimpanzés, ce sont des animaux faciles? Ils sont très proches de nous, donc je peux compter beaucoup sur le médecin humain pour connaître la science concernant les chimpanzés. Ah oui? Mais on a aussi un grand réseau des zoos qui travaillent ensemble pour échanger l'information. C'est le réseau ESA? EASA, oui, EASA. EASA, c'est l'Association européenne des zoos et aquaria. C'est un groupe des zoos accrédités en Europe. Ouais. Et là, tu dois avoir beaucoup d'éducation. Tu dois travailler avec les programmes de reproduction pour avoir des populations en bonne santé dans les zoos. Et tu dois atteindre un niveau très haut au niveau de bien-être animal. D'accord. Alors, je vois que tu as toujours un petit regard sur le côté par rapport aux chimpanzés. Pourquoi? C'est ton métier qui veut ça ou alors il y a un petit risque? Il y a une qui s'est bien visée de Pierre. C'est vrai? Oui, donc je regarde toujours un peu. Parce que vu que Pour le moment, ça va? Oui, pour le moment, ça va. Mais vu que je suis le vétérinaire, ils me reconnaissent parce que j'ai déjà dû faire quelques petites interventions médicales chez eux. Donc, ils savent qui je suis. Donc la pierre, c'est toi qui vas la prendre? normalement, mais ils ne savent pas tous bien viser. Donc, c'est d'accord, peut-être toi qui vas le prendre. Ronald, vous avez créé ici un rêve de gosse. Ah bah, un rêve de gosse, on peut le dire, oui. Et une conception, aventure et amusement. Alors, ça s'appelle le Fraxinus. Le Fraxinus, oui, tout simplement, Tout simplement. tout simplement, du nom latin du plus gros arbre qui a été utilisé dans la conception, qui monte à une douzaine de mètres. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer le projet? Alors, on a conçu le parc comme une grande plaine de jeu, Ouais. mais en hauteur, parce qu'on est dans la mode des acrobranches. Ouais. Nous, on n'a pas voulu accrocher le public et les enfants aux branches. On a simplement voulu leur permettre de pouvoir jouer en hauteur sans aucune contrainte. Par contre, ce qui a été fait, c'est qu'on a élevé des filets à 3,50 m autour de chaque activité, de façon à ce que tout le monde soit protégé. Alors, c'est pour les plus petits, c'est aussi pour les plus grands ou pas? On est déjà dans un amusement pour les enfants un peu plus grands. Les tout petits enfants ne s'aventurent pas. Par contre, les adultes, oui. Hein. Ah oui? Oui, bien sûr. Donc, les grands enfants comme moi ou alors les petits adultes comme moi peuvent y aller. Ils peuvent y aller, par contre, ils souffrent plus le lendemain que les enfants quand ils en sortent. On n'a plus 20 ans. On a plus 20 ans. Dites-moi, c'est un gros investissement pour le parc, j'imagine. C'est un gros investissement pour le parc. Maintenant, encore une fois, on reste une petite entreprise. Quand on parle de chiffres, ça peut sembler dérisoire, mais pour une petite entreprise comme nous, un demi-million, ce qui a été l'investissement de cette activité, ça, c'est déjà important, oui. Eh bien voilà, David, je te présente Nicolas. Bonjour, notre, Nicolas. Guide batelier aujourd'hui. Guide batelier? Batelier, pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a une partie qui se déroule en bateau. Ah bon? Donc la visite de la grotte se déroule en deux parties. Première partie, on va se promener à pied avec un guide qui va expliquer toutes les différentes merveilles de la grotte, en fait, tout simplement. Et puis à la fin, on va retourner en bateau sur une distance de 700 mètres qui en fait la navigation souterraine la plus longue d'Europe. Alors, gros avantage pour entretenir une grotte, j'imagine qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Alors, détrompez-vous. C'est vrai? Il y a énormément de choses à faire, surtout quand on a eu beaucoup de pluie, par exemple. Ici récemment, on a eu quelques jours où il y avait beaucoup de pluie. Donc l'eau a monté, puis s'est retirée. Et alors là, ça a laissé tout un tas de boue et de sédiments partout sur les chemins urbains, pas ici. Et même la rivière en elle-même peut être quasiment comblée de sable. Donc on doit draguer tout un chenal pour pouvoir passer avec les bateaux, sinon on reste bloqué sur le fond, ce qui n'est pas idéal. C'est sûr. Alors, c'est vrai. Combien de personnes travaillent sur ce site? Ça dépend encore une fois de la saison. Hein. En saison hivernale, on descend à 5 guides plus le caissier. Et alors, on monte jusqu'à une vingtaine de personnes quand même en saison estivale.
Alors j'aime bien ce grand écart entre le monde sauvage d'Ewaï et puis les grottes de Remouchant. Comment on devient propriétaire d'une grotte? On ne devient pas propriétaire d'une grotte. La grotte de Remouchant, c'est patrimoine communal, commune d'Ewaï. On devient gestionnaire de la grotte. Donc comment ça se passe? C'est un appel d'offres et on a répondu évidemment à cet appel d'offres pour devenir concessionnaire. Donc c'est une concession sur 20 ans. Et ici, nous, on a entamé la deuxième concession déjà, ce qui fait qu'on en est à la 25e année. Vous avez construit tout ça en 25 ans. Chapeau, hein? Oui, oui, des petits architectes. On a buriné les concrétions. Non, évidemment, c'est des centaines de milliers d'années, hein, une concrétion. Quelques petits centimètres cubes tous les 100 ans. Ah oui, il y a quelques années derrière elle. Hein. Quelques années derrière elle. C'est ouvert toute l'année? Toute l'année. Un impératif, c'est qu'on éteint la lumière pendant 1 mois et on laisse la grotte reprendre ses droits. Il y a malgré tout avec la lumière, même si on a opté ici les dernières années pour de la lumière froide par le LED, on peut avoir des algues qui commencent à s'installer et le fait d'éteindre la lumière pendant 1 mois permet la disparition de ces algues. Alors Ronald, on termine dans ce magnifique restaurant, le 1912. Pourquoi avoir ouvert un restaurant supplémentaire à toutes vos activités? Tout simplement parce que, je vous l'ai dit plusieurs fois, c'est une activité familiale, cette entreprise. Et il a fallu avoir des domaines d'activité en fonction de l'expertise de chaque membre de la famille. D'ailleurs, David, je te présente ici ma sœur Zoé, qui est responsable justement de ce restaurant en 1912. C'est pas trop compliqué de travailler avec lui? Non. Non? En même temps, on n'est pas toujours au même endroit. Donc, moi, je suis ici, lui, il est au Mont Sauvage, donc on ne se croise pas beaucoup. Alors, qu'est-ce que vous faites dans le restaurant? Donc, moi, principalement, je travaille en cuisine. Ok. Oui. Donc, je fais des bons petits plats pour mes clients. Lesquels? Alors, notre cheval de bataille, c'est le boulet liégeois et l'américain. Parfait. Minute, bien sûr. J'attendais la petite précision. Oui, alors, quels sont les défis pour l'entreprise familiale dans les prochains jours? Années. Continuer à développer notre activité. Hein. Oui. On n'en a pas fini encore. On a 86 hectares de terrain, la moitié qui est utilisée. Donc on espère pouvoir continuer à développer nos activités, continuer à éduquer le public, continuer à travailler sur la conservation des espèces, ça c'est pour la partie Mont Sauvage, continuer à développer l'activité touristique ici à Remouchant avec la grotte de Remouchant et le restaurant 1912, puisqu'on développe ici des salles de fête, des futurs banquets qui pourront avoir lieu. Donc on continue toujours à développer l'activité. Concernant le Mont Sauvage d'Ewaï, j'ai cru comprendre qu'il allait ouvrir en hiver. Oui, ça c'est un défi, oui, mais ça c'est... Qu'est-ce que vous préparez? Ce qu'on prépare, c'est pouvoir continuer à accueillir le public dans de très bonnes conditions pendant une saison hivernale. Parce qu'on a des abonnés, on a de la demande, des grands-parents qui aimeraient pouvoir continuer à sortir au Mont Sauvage en hiver pendant les week-ends ou les mercredis après-midi, ce qui n'était pas possible jusque-là. Mais là, maintenant, on y est. La crise du Covid nous a fait sauter le pas. On sera ouvert en hiver. Merci beaucoup Zoé, merci Ronald pour ces belles découvertes. On va se retrouver prochainement dans Waldorado pour d'autres pépites wallonnes. Bel été!